Les libéraux. Hors série spéciale Dennis Bergkamp. Malheureusement, les émissions spéciales vont un petit peu plus vite que les autres. On arrive déjà à la dernière partie et c'est un débat. Ça va trop vite. Un thème qui, à mon avis, va aller trop vite aussi pour toi, Gilles. Et pourtant, tu as la conception de l'émission toutes les semaines avec Rilazini, avec aussi Brice Ancel à la réalisation, à la production. Mais alors, explique-nous déjà pourquoi on a ce thème-là. Un grand joueur peut-il être un soliste ? Quel est le choix de la rédaction autour de ce thème ? En fait, non, quand on a réfléchi avec Reda, donc on s'est dit, voilà, quand on parle de grands joueurs et donc des joueurs qui ont marqué cette génération-là, et même en général, on a l'impression qu'un grand joueur doit être un joueur qui doit se fondre dans un collectif ou qui doit transcender autour d'un collectif. Donc un joueur qui a des qualités individuelles, est-ce qu'on peut considérer qu'un joueur qui a un talent individuel certain, qui apporte ce qu'il a apporté certainement, est-ce que dans la vie de groupe ou même dans le jeu d'équipe, est-ce qu'il peut être en marge de ce collectif-là, d'un effectif, et avoir ce titre de grand joueur ? Après, ça c'est selon l'interprétation des uns et des autres par rapport au titre de grand joueur. Moi, par exemple, j'ai tendance à penser qu'un grand joueur, c'est celui qui rend ses coéquipiers meilleurs. Moi, je suis dans ce registre-là. Et Bergkamp, ça a été le cas. Ça a été le cas qu'on a parlé tout à l'heure, l'exemple d'Arsenal. C'est que Bergkamp a réussi justement à bonifier justement ses coéquipiers. Donc à ce niveau-là, moi, je peux parler d'un grand joueur à ce niveau-là. Mais par exemple, tu vois, le Bergkamp par exemple de l'Ajax ou le Bergkamp de l'Inter, c'est un joueur qui, peut-être en termes de qualité, donc on avait dit qu'il avait été troisième du Ballon d'Or en 93, il a été deuxième en 93 et troisième en 92. Donc c'est un joueur qui a l'air d'être un peu plus individuel, un peu plus personnel, et pourtant qui est après donc à la vue des spécialistes, et voilà, fait partie des meilleurs joueurs européens. Alors qu'Arsenal, il est peut-être un peu plus éloigné donc de ses considérations individuelles, et pourtant on pense que c'est un joueur qui a réussi à bonifier son équipe, à bonifier les joueurs qui ont fait partie de ces générations-là. C'est là-dessus où est le grand défi, on va dire, c'est vraiment une question d'antithèse, parce que Bergkamp, il est bonifié par l'Ajax, et derrière, il y a des actions. Moi, pour ma part, en tout cas, juste pour donner ce point-là, c'est que pour moi, un grand joueur, ça se voit aussi au niveau des questions décisives aussi, des moments critiques. C'est là où on voit qui est qui, en fait. Et Bergkamp, les actions qu'il cause, les actions qu'il fait, rien que par lui tout seul. Ce côté soliste, je peux aussi le dire, parce que tu peux être dans une situation où tu es bloqué et tu peux compter sur lui pour te débloquer cette situation-là. Justement, il fait partie de ce genre de joueur-là, tu vois. Et notamment le titre, on peut l'appeler, bon, certes il est néerlandais, mais on peut l'appeler comme une sorte de trequartista, 9,5, ce genre de mec-là qui se glisse entre le milieu et la défense. Et là-dessus, mais de toute manière, ce genre de joueurs-là, on les attend, et pour moi... Entre le milieu et l'attaque. Et pour moi, c'est le joueur. C'est le joueur, justement, qui est positionné pour ça. Et ce qui est important, c'est qu'il est, en fait, c'est un peu dans les deux cas. Il est capable également de se fondre dans la culture d'un club, mais également aussi de se faire à part. Bergkamp, c'est le genre de mec, il n'est pas obligé de dépendre de quelqu'un pour être performant. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant avec un grand joueur, de quel que soit le contexte. Juste pour terminer avant de poser la parole aux autres, c'est là où on attend Neymar, par exemple, au PSG. Voilà, et ce mec-là, Neymar, on attend qu'il attend comme étant un leader autre qu'un leader technique. Et lui n'arrive pas. Justement, voilà. Quand on a ce débat, alors c'est l'équivalent de notre débat culture foot, de toute manière, dans l'ensemble de nos émissions. Donc on peut glisser un petit peu sur les jours qui nous sont les plus proches, plus contemporains. Gilles, quand on entend un Neymar que Damas chuchote comme ça, il pense que personne ne va l'entendre. Mais si, on va t'entendre. Il y a Yoann aussi qui chuchote. Oui, mais là j'étais en face de moi, là j'étais dans le viseur, Damas. C'est pas bien de dénoncer. Non, de toute façon, avec Yoann, on a nos blagues Giroud de Jong, on a fait notre attaque, tu vois, sur l'ensemble de l'émission. Mais glissons sur Neymar, justement. Soliste. Ouais. Mais est-ce que le terme de soliste peut aussi lui convenir ? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de solitaire dans ce cas ? Dans son monde, dans sa bulle. Dans son monde, par exemple, je sais pas, on disait par exemple d'un joueur comme Iniesta qu'il était un petit peu un Pierrot la Lune au départ, donc quand il était à Barcelone, donc voilà, quelqu'un qui pouvait jouer sa partition dans son monde tout en étant dans ce jeu d'équipe qui était au Barça. Après, solitaire, c'est encore autre chose. Solitaire, moi je pense à un mec comme Gareth Bale par exemple, qui semble jouer son affranchi jeu. Affranchi du vestiaire. Et même, je suis désolé, même sur les dernières saisons, sur le terrain, on a l'impression que c'est un mec qui joue
comme à peu près comme il veut et qui a envie de faire ce qu'il il est en autarcie, ce mec. voilà, qui a envie de faire les choses comme bon lui semble en fait. Tout à l'heure on parlait de Depay et c'est pas une blague. Tout à l'heure on parlait de Depay, mais Depay aussi c'est la même chose. Mais est-ce que c'est un grand joueur? Heureusement, Non, c'est pas un grand joueur. Voilà, c'est pas un grand joueur. Mais Bale, Bale, oui. Tu vois, par exemple, Gareth Bale, avec tout ce qu'il apporte au Real Madrid, tu vois, c'est un joueur qui est dans cette lignée-là. Dans cette lignée-là. Mhm. Après, pour Neymar, solitaire, je pense pas qu'il soit solitaire, puisqu'il cherche à avoir une certaine qu'on appelle complicité technique avec Mbappé, par exemple. Oui, voilà. Ou Uniquement avec lui, Coutinho en sélection. avec Daniel Alves aussi, Ou tu avec vois. Coutinho aussi en sélection. Ouais, Il y a ce lien technique voilà, que Neymar se retrouve. Mais Neymar, on l'attend à ce qu'il soit le leader qui communique à tout un effectif, même à tout un staff. À le retrouver d'une manière un petit peu unique en soi, avoir l'exclusivité d'une relation technique à ses propres fins. Et pas forcément. Mais oui, on sent qu'il est là pour ses intérêts, ce mec. Il n'est pas là pour bonifier le Paris Saint-Germain. C'est vrai. Il n'est pas là pour ça. Ce qui est intéressant, par exemple, avec Bergkamp, c'est que Bergkamp, il a compris le mal-être d'Arsenal et quelle était la valeur ajoutée qu'il avait à Arsenal. Wenger lui a rapidement mis en lumière où est ta valeur ajoutée et on a besoin de toi à ce niveau. Après, c'est une question d'état d'esprit aussi. C'est ça. Et puis, c'est plus la même, comme je dis, c'est plus la même génération, ça réfléchit plus de la même manière, j'ai envie de te dire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, Neymar, comme les gens disent, Neymar, il est arrivé au PSG pour gagner le Ballon d'Or. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'il arrête de rêver, le coco. Non, mais ça, c'est ce que les gens lui disent. Parce qu'on ne joue pas au foot pour gagner des trophées Exactement. individuels. Et malheureusement, les trophées individuels viennent parce que la consécration collective est là. Exactement. Et malheureusement, exactement. Le fait que le Ballon d'Or était aussi personnalisé, je pense que ça contribue aussi à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que Neymar, comme on a dit, c'est pas un soliste, c'est un solitaire, moi je trouve. Comme on a dit, collectif, individuel. Est-ce que l'environnement du club en question est capable de faire sortir justement des performances individuelles de certains joueurs? C'est ça la véritable problématique. Arsenal a réussi justement par rapport à Bergkamp. On a encore plus. Après, c'est vrai, il y a eu toute cette médiatisation qui a amené à voir le football anglais. Mais on a vu le talent de Bergkamp beaucoup plus grand aussi qu'on le voyait dans les années précédentes. Donc il y a ça qui est aussi en lumière. Là, on voit ce côté-là au travers d'un collectif. Arsenal, on a vu que ce côté léché, Bergkamp en était la tête. L'exemple que je peux donner, et j'ai envie de poser la question, est-ce que vous pensez que vous n'allez pas peut-être vous attendre à ce joueur-là, mais Carlos Valderrama, est-ce que c'était un soliste à ce niveau-là par rapport à la Colombie? Valderrama, parce qu'après il y a aussi le contexte de la nation, elle part de loin aussi. Elle part de loin. Beaucoup plus loin. Elle part de beaucoup plus loin. Et la Copa América 87, je crois, c'est ça? 87? Ou 89, je sais plus. De quoi? la Colombie, quand elle gagne. Oui, fin 89. Non, la Copa América qui gagne contre l'Argentine. Je sais plus si c'est en 87 ou en 89. Il faudrait que j'ai l'information. Mais c'est sûr qu'il l'ait gagné. Je pense qu'il frappe l'Argentine pour les qualifications de la Coupe du Monde. C'est pour la Coupe du Monde. Il leur met 6. Oui, mais comme ça. Il gagne. Je suis pas sûr qu'il gagne la Copa América à cette période-là. Je sais que l'Atlético Nacional gagne sa première Copa Libertadores. Et justement, ça a coïncidé justement avec l'avènement de Pablo Escobar. Mais bon, rien à voir. Mais ceci dit, moi j'ai l'impression que Valderrama, justement à l'époque, parce que la Colombie à l'époque c'est un outsider vraiment un outsider de poids. Les gens pensent même qu'ils peuvent gagner la Coupe du Monde 94. Mais j'ai l'impression que Valderrama, justement, était dans ce style-là, dans le style où c'était le soliste qui savait bonifier aussi son collectif à ce niveau-là. Et je pense que le fait que la Colombie soit aussi le principal outsider, je pense que c'est de là qu'on peut dire que Valderrama est un soliste. C'est pour ça que moi quand j'ai vu le sujet. Après c'est vraiment le comportement aussi des 10 qui sont à l'ancienne, donc ce sont des mecs qui sont un petit peu dans leur qui sont un peu en autarcie, exactement, leur personnalité, pour conduire le jeu d'attaque et voilà qui sont pas forcément concernés parce que vont faire les défenseurs et après qui vont aussi faire le lien aussi avec les attaquants, mais voilà, mais à qui on va pas chercher à créer des histoires parce que ce sont eux qui sont les dépositaires du jeu et qui sont et il faut que Georges Hadjic il dit clairement moi je suis personne, il faut que les gens me suivent. Voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, je paraphrase, mais c'est une phrase comme ça. Parce que SoFoot, aussi, en parlant des 10, SoFoot a fait ils avaient fait une rubrique pour les numéros 10, justement. Exactement, ouais, je me souviens. Voilà, et donc, Bergkamp n'est pas 10, mais on s'attend aussi. Il pouvait être aussi dans la liste un petit peu en termes de 9,5, en termes de mentalité. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces mecs-là solistes, ils attendent à ce que leur identité soit manifestée dans leur équipe. Exactement. Tu vois, et c'est justement ça. Quand tu parles de Neymar, on attend de sa part aussi de Neymar, qu'il amène ce professionnalisme. Justement, là, j'ai un peu vérifié. Non, effectivement, l'Argentine perd la finale en 87, mais elle perd contre l'Uruguay, pas contre la Colombie. Mais voilà, on était dans une période avec l'entraîneur, donc Maturana, qui était là, donc pour qui a fait donc cette période-là
où les Colombiens ont marqué aussi un petit peu le football continental en club et après en sélection donc dans les années 90. C'est ça. Mais voilà, donc on est vraiment dans cette idée justement donc voilà du 10. Voilà, du 10, voilà. Le 10 en fait, il y a beaucoup de grands joueurs et beaucoup de solistes aussi dans ce poste-là. Précision à ta précision, c'est une Copa organisée par l'Argentine. En Argentine. Et c'était sur le match de la 3e place donc que la Colombie bat l'Argentine. D'accord. Exactement, voilà. Ça va être dans la précision de la précision. Le soliste par exemple, c'est Bergkamp face à la Juve. Vous vous souvenez l'action qu'il fait pour la passe décisive pour Ljungberg, Il attire 3 mecs, c'est ça. Roulette, il a passe décisive, il tourne sur lui-même. C'est incroyable. Et sa demi-finale, son quart de finale de la Coupe de l'UEFA contre la Corogne. En 2000, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Ah oui. Et je me rappelle aussi par rapport à Bergkamp, ça c'est un petit souvenir personnel, c'est le but qu'il met au match retour contre Lens. Voilà, donc qui était en demi-finale à Highbury 1-0. Et en plus un but très tôt dans le match, 2e minute je crois. Et voilà donc Bergkamp qui était là aussi pour assommer aussi tu vois les équipes voilà. Vous êtes gentil, vous avez du niveau, mais vous avez pas assez en fait. Vous êtes sympa, vous êtes en dessous. Restez où vous êtes. Exactement. Mais après c'est bizarre que tu vois par exemple il a pas pu gagner cette 4e Coupe d'Europe avec Arsenal, donc cette 4e Coupe d'Europe personnelle et et encore les tirs au but. Encore des tirs au but. C'est incroyable. Il n'a pas tiré. On peut comme toujours, mais on peut aussi parler de la finale 2006 où il ne rentre pas sur le terrain. Ça c'est ma grande blessure. Mais ça, justement, moi j'en veux encore à Arsène Wenger par rapport à ça. J'en veux. J'en veux personnellement à Arsenal, parce que je suis désolé, un joueur comme Dennis Bergkamp, dernier match de sa carrière au Stade de France, c'est un feu d'artifice, il doit être là. Après on va nous dire oui, Lehmann a été expulsé. En finale, moi je suis désolé, en finale il n'y a pas de temps pour les sentiments quand tu joues la finale mon ami. Mais 36 ans de Dennis Bergkamp, c'est pas une question de sentiment. C'est pas une question de sentiment, c'est la victoire. C'est une question d'efficacité. Et vous pensez que si Bergkamp était là, Arsenal aurait forcément gagné? Ça aurait été largement différent. Mais on le sait pas. Psychologiquement, ça joue d'avoir un mec comme ça sur le terrain. Franchement, en plus la boule au ventre que les joueurs de Barcelone avaient sur la première mi-temps, avec Bergkamp sur le terrain, qu'est-ce que ça aurait donné encore? Tu vois. Après c'est des choix qui sont contestables, pas mal de choix. Alexander Leb, il était encore trop petit mentalement et psychologiquement pour gérer ce genre de situation. C'est ça, oui. Ça joue aussi. Comme il y en a qui ont regretté que Pires soit sorti aussi. Mais ça c'est encore un autre sujet. Messieurs, juste petite question comme ça rapide et ce sera déjà l'heure de conclure ce numéro spécial. Putain, ça va trop vite cette chose. Malheureusement, c'est pas grave, on lui souhaitera ses 51 ans. On reviendra. Oui, mais... Et puis 52, 53, enfin. Non, Reda me fait signe, non, on va avoir d'autres anniversaires, c'est pas grave, on a un agenda assez chargé déjà à ce niveau-là. Petite question donc. Les solistes aujourd'hui, est-ce qu'ils sont quand même des grands joueurs? Parce qu'on revient énormément sur Bergkamp. T'as dit aujourd'hui? Sur des joueurs. Aujourd'hui, oui, m'énervez pas. Parce que moi je parlais des mecs d'avant, de notre génération 94. Oui, 2010. et donc je transpose à aujourd'hui, du coup. Est-ce qu'un soliste en 2018, 2019, éventuellement après en 2020, est un grand joueur au même titre que d'autres l'ont été il y a 20 ans? Non, je pense pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on laisse peu place aujourd'hui aussi à la créativité de ce type de joueurs-là aujourd'hui. Exactement. Parce qu'il y a un collectif qu'on doit mettre surtout en avant. C'est ça. Managé justement par ce qui se passe aujourd'hui par les grands coachs aujourd'hui. Donc, on permet moins justement à des joueurs solistes de sortir et de faire la différence. C'est ça. Par exemple, juste pour terminer avant, se fondre dans un collectif. Mesut Özil, par exemple, un joueur comme ça, durant cette période de numéro 10, n'aurait pas eu le même rendement qu'il a aujourd'hui. Exactement. Gilles. Ouais. Moi je pensais par exemple, je me dis par exemple, est-ce que aujourd'hui dans cette génération, est-ce que par exemple un mec comme Rivaldo aurait pu réussir dans ce foot actuel alors que c'est un très grand joueur, très grand soliste aussi, très personnel. Je ne pense pas. Mais après par exemple, on parle de soliste, je sais pas. Par exemple quand on voit Cristiano Ronaldo. Il est dans quel registre? Est-ce que c'est un joueur qui est comme ça? Parce qu'on a l'impression que Cristiano Ronaldo roule pour lui-même. C'est ça. Même si tu vois, il a des intérêts qui sont convergents avec l'équipe, avec son collectif, on a l'impression que c'est quelqu'un qui roule pour lui-même et qui se prépare lui-même, qui a une préparation, une exigence en fait donc du professionnalisme qu'il a pour lui tout seul. Est-ce que un mec comme Cristiano Ronaldo est répandu donc dans le football actuel? Je pense pas. Mais en tout cas, j'ai envie de terminer juste en pensant encore à Bergkamp, mais voilà, des mecs comme ça, est-ce qu'on va en avoir dans la prochaine décennie qui va commencer? Point d'interrogation. Énorme point d'interrogation. Mais ça, la réponse, on l'aura que dans
très longtemps. On aura peut-être même des petits-enfants. Peut-être quand d'ici on peu. aura la réponse. Championnat d'Europe des sports cet été, faudrait le voir. Oui, d'accord, Damas. Toi, Après, ceci dit, t'as des parts peut-être dans une chaîne qui diffuse le championnat d'Europe cet été. Espoir. Mot de la fin pour Ouais, toi. on le saura peut-être quand la Ligue des Champions sera une ligue fermée, peut-être, hein, on sait pas. Ah ouais, ça aussi, j'ai beaucoup. Ah, il y a ce délire-là aussi. En tout cas, Damas, Johan, Gilles Christ, merci beaucoup. Redazini, naturellement à la rédaction en chef, qu'on remercie, tout comme Brice Ancel et toute l'équipe de Sport Contact. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Libéraux.